En lecture critique d'articles, identifier le design d'une étude est essentiel. En effet, il existe de nombreuses forces et faiblesses intrinsèques associées au type d'étude. Le design de l'étude fait référence à si c'est une étude de cohorte, un essai contrôlé randomisé ou une étude écologique ou une revue systématique. Le design de l'étude est la plupart du temps mentionné dans le titre de l'article, dans la partie méthode ou la définition des objectifs de l'étude, à la fin de l'introduction. On peut distinguer différents types d'études selon la question de recherche. Si on cherche à décrire l'état de santé de la population, la fréquence d'une maladie, sa répartition spatio-temporelle, on peut s'intéresser à des études transversales ou des études écologiques. Si on s'intéresse à des évolutions temporelles, on peut regarder des séries chronologiques. Si on s'intéresse à des associations entre un facteur environnemental, un traitement et une maladie, c'est-à-dire regarder des facteurs de risque, des facteurs de prévention, on s'intéressera aux études analytiques de cohorte ou cas témoins. Et si on veut se tourner vers des associations causales, on regardera les essais randomisés contrôlés. On peut également distinguer les différents types d'études selon leur unité d'observation. Si ce sont des études qui portent sur des données individuelles, donc des participants, des patients, ou si ça porte sur des données agrégées, à l'échelle d'un pays par exemple, ou si ça porte sur un rassemblement d'études, donc là c'est plus dans le cadre des revues systématiques de la littérature ou des méta-analyses. Les revues systématiques et les méta-analyses sont un peu à part, puisqu'elles portent sur un ensemble d'études. Une revue systématique, c'est une synthèse critique avec un protocole défini en avance qui va expliciter la sélection et l'exclusion de certaines études pour répondre à une question de recherche. Si on a des analyses quantitatives, ça va devenir une méta-analyse. On va pouvoir évaluer la force de l'association, la taille de l'effet. Les revues systématiques vont permettre d'améliorer la reproductibilité, puisque le protocole est transparent. La qualité d'une méta-analyse et d'une revue systématique dépendent du nombre et de la qualité intrinsèque des études disponibles. Au niveau individuel, on distingue très souvent les études randomisées des études non randomisées, dites observationnelles. L'essai randomisé contrôlé est le gold standard. C'est une étude expérimentale où le chercheur va contrôler l'exposition, l'intervention en termes de niveau d'intensité, le moment, le lieu. Le but d'un essai randomisé contrôlé, Randomized Control Trial, donc RCT en anglais, est de comparer deux groupes. Un groupe va recevoir une intervention ou un régime alimentaire ou un traitement, et on va comparer ça avec un groupe contrôle ou un placebo. La randomisation va consister à affecter ses participants aux deux groupes de façon aléatoire. Alors ce tirage au sort, ça se fait pas avec un jet de dés, mais ça se fait souvent avec un programme informatique qui va tirer des numéros au sort. On va éviter la randomisation qui se base sur les jours pairs ou impairs ou les dates de naissance puisque c'est trop prévisible. Une randomisation prévisible peut faire apparaître des biais de sélection. La randomisation est l'étape qui assure la comparabilité des deux groupes au début de l'étude. C'est le seul design qui permet d'atteindre la causalité. Le biais introduit par l'utilisation de groupes dissemblables au début de l'étude s'appelle le biais de sélection. Si les deux groupes ne sont pas similaires, pas comparables, l'effet observé à la fin de l'essai, donc que ce soit par exemple la survenue d'une maladie ou des modifications de paramètres physiologiques, on ne saura pas si cet effet observé est dû à l'intervention de l'essai clinique ou au fait que les deux groupes ne sont pas comparables sur un paramètre avant le début de l'essai clinique. Quand la double aveugle est faisable, la double aveugle consiste à masquer l'intervention qui est reçue par les deux groupes et également le masquer au niveau des personnes qui vont attribuer cette intervention. Et elle permet de maintenir la comparabilité au cours de l'étude. En effet, si des participants savent qu'ils ont reçu un placebo, peut-être qu'ils vont modifier leur comportement ou seront moins enclins à participer à l'étude. La plupart du temps, les essais cliniques se déroulent en bras parallèles, c'est-à-dire qu'on va suivre les deux groupes pendant plusieurs jours, semaines ou mois. Il existe un autre plan d'étude d'essais cliniques qui est l'essai croisé, crossover, c'est-à-dire que chaque participant va recevoir l'intervention et le traitement contrôle dans un ordre aléatoire. Ça va permettre d'assurer une forte comparabilité puisque les sujets seront leur propre contrôle. Précisément, on a la variabilité interpatient, donc entre les individus, qui sera supprimée dans ce type d'essai, et on aura simplement une variabilité intra-individuelle, puisqu'on va faire des mesures à différents temps pour le même individu. Et cette variabilité intra-individuelle est en général plus faible que la variabilité inter-individuelle. Les limites de ce type d'essai croisé est qu'il faut avoir plusieurs mesures sur un même individu. Donc si on veut étudier la mortalité ou la survenue d'une hépatite, là c'est pas possible puisqu'on ne peut pas mourir deux fois.
La maladie étudiée ne doit pas évoluer trop fortement de façon naturelle. Pareil, on ne doit pas avoir de guérison spontanée. Sinon, on ne saura pas si la guérison est due à une guérison naturelle ou à l'intervention. Les limites globales de l'essai contrôlé randomisé, c'est souvent une procédure coûteuse. On ne peut pas toujours l'appliquer, par exemple pour des raisons éthiques, quand on veut étudier des polluants, donc des produits toxiques. Les RCT ne sont pas très appropriés pour les maladies qui vont mettre plusieurs années à se développer, comme le cancer ou le diabète de type 2, puisque c'est impossible en pratique de faire un essai clinique sur 10 ans. On peut également avoir des biais associés à l'essai clinique, comme des déviations de protocoles préétablis, des données manquantes sur le critère de santé qu'on va mesurer ou sur l'exposition, des biais lors de la constitution des deux groupes, le choix du placebo ou du traitement standard ou du groupe contrôle peut être des fois un peu compliqué. Donc c'est pour ça que pour d'autres questions de recherche ou d'autres domaines comme l'épidémiologie nutritionnelle ou environnementale, on va très souvent se tourner vers les études observationnelles. Une étude avec un niveau de preuve un peu plus élevé dans les études observationnelles, c'est les études de cohorte. On parle d'études longitudinales parce qu'on va suivre une population pendant plusieurs mois, plusieurs années. On va ensuite estimer l'incidence d'un événement de santé, donc la survenue d'une maladie par exemple, et on va comparer cette incidence entre un groupe exposé à un facteur environnemental et un groupe non exposé. Ça peut être la même chose pour un groupe exposé à un traitement et un groupe qui n'a pas utilisé ce traitement. Le but sera d'établir s'il y a une association entre l'exposition à un facteur et la survenue de la maladie. Et ça se fera sous forme de risque relatif, un rapport d'incidence entre le groupe exposé versus non exposé. Il existe des cohortes prospectives où l'inclusion des participants et la mesure de l'exposition se font dans le présent et la maladie va survenir après le début de l'étude. Et il existe des études de cohortes rétrospectives où l'exposition et la survenue de la maladie ont déjà eu lieu au début de l'étude. Donc on va regarder ça vers le passé. Les cohortes sont utiles pour évaluer des maladies fréquentes. Elles sont également utiles pour étudier des expositions peu fréquentes mais bien définies. Les limites de ce type d'étude, c'est le coût, puisque c'est une étude qui va durer des fois plusieurs mois, plusieurs années. Il peut également y avoir des gens qui vont arrêter de participer à cette étude, on parle de perdu de vue. Il peut y avoir un biais de sélection dans le choix des participants. Il peut y avoir des erreurs de mesure de l'exposition, parce qu'on parle de biais de classement. Et pour les cohortes rétrospectives, on peut avoir des biais de mémorisation. Les études cas témoins sont des études observationnelles qui consistent à comparer la fréquence d'une exposition passée entre deux groupes de sujets. Un premier groupe constitué par les individus atteints par la maladie, appelés les cas, et un autre groupe constitué des sujets indemnes de la maladie étudiée, le groupe des témoins, les non-malades. Le recueil de l'information est toujours rétrospectif. La collecte des données sera déjà faite avant le début de l'étude. On va ensuite comparer la fréquence d'exposition entre les malades et les témoins. Et on obtiendra ce qu'on appelle des odds ratios, des rapports de côte. Si la maladie est rare, ça s'approxime un peu par un risque relatif. Ce type d'étude est plus simple à mettre en place. Il nécessite également des tailles d'études moins importantes et ça permet d'étudier facilement des maladies rares. Une des difficultés des études cas témoins, c'est la comparabilité des cas et des témoins. On peut utiliser un appareillement, une technique statistique qui va permettre de faire des paires entre les malades et les non-malades sur l'âge, le sexe par exemple. Et comme les données ont été collectées dans le passé, on peut avoir des erreurs de diagnostic, des erreurs de mesure, des erreurs de mémorisation. Il existe un troisième type d'études observationnelles, c'est les études transversales. Donc c'est par exemple l'enquête nationale de consommation alimentaire 1K3. On a fait une enquête intentée, on a demandé aux gens ce qu'ils consommaient. On peut calculer la prévalence d'une maladie, donc le nombre de cas d'obésité par exemple. Il existe d'autres études observationnelles où là, l'unité d'observation passe à un niveau agrégé, par exemple la population d'un pays. Donc les études écologiques, ça va être des études sur des données agrégées. L'objectif des études écologiques est d'évaluer la fréquence d'évolution d'une maladie en termes spatial et également temporel et de mettre en lien ces variations avec un facteur environnemental pour voir s'il y a une association. On peut utiliser ce type d'études à des fins de veille sanitaire. Un des grands avantages des études écologiques est qu'on a forcément une grande taille de population et ce sera peut-être plus simple pour détecter de plus faibles effets, c'est-à-dire des plus petites associations. Les populations vont peut-être présenter des niveaux d'exposition plus importants qu'au niveau individuel. Une des grosses limites des études écologiques, c'est l'erreur écologique, c'est-à-dire extrapoler des résultats qu'on voit au niveau de données agrégées à des individus. Il peut également y avoir des biais de confusion écologique.
Donc là, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, vous avez au niveau populationnel une relation qui va dans cette direction, une association positive linéaire, et au niveau individuel, en fait, les relations sont dans l'autre sens. On peut également avoir des problèmes de comparabilité des populations. Donc le niveau de preuve de ce type d'étude, juste par rapport au design, est un peu plus faible que les cohortes. Il existe également les case reports ou les séries de cas, où là on va décrire pour quelques individus un état de santé rare ou des conditions d'exposition rares. Ça va permettre de poser des questions, générer des hypothèses, mais il n'y a pas de comparaison avec un groupe témoin, comme dans les essais randomisés contrôlés, les cohortes ou les études cas témoins. Donc sans groupe comparatif, c'est impossible de conclure quoi que ce soit. Et pour finir, on va utiliser les études animales pour expliciter des mécanismes biologiques, effectuer des interventions ou des expositions qu'on ne peut pas faire chez l'homme. Mais il y a toujours la difficulté de transposer ces résultats dans les études animales à chez l'homme, puisqu'on a bien sûr des différences anatomiques en termes de métabolisme, etc. Maintenant, vous savez identifier un design d'étude ainsi que les forces et faiblesses inhérentes à ce type d'étude. Comme je vous le disais dans ma vidéo sur le niveau de preuve, c'est intéressant de regarder le design d'une étude, mais il n'y a pas que ça pour évaluer la fiabilité, la validité d'une étude. C'est pas une étude qui permet de conclure quelque chose, mais un ensemble d'études scientifiques. Donc cette vidéo s'inscrit dans un ensemble de vidéos d'introduction à la lecture critique d'articles scientifiques. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis également présent sur Twitter et Facebook, et bientôt prochainement sur Instagram. À bientôt.